Bonjour, bienvenue à tous dans l'espace formation emploi du salon Medagri. Dans le cadre de ce salon un peu particulier, l'espace emploi-formation souhaitait, avec ses partenaires, donner et tenir la place que doit avoir la formation au sein de notre vie. Pour ce salon virtuel, nous avons choisi la forme de plusieurs tables rondes que je nommerai de la formation à l'emploi. Quels sont les atouts du monde agricole? Nous voulons, à travers ces échanges, permettre aux différents publics, les jeunes au moment de l'orientation, les conseillers d'orientation, les enseignants de l'éducation nationale qui souvent nous connaissent peu ou mal, mais aussi aux adultes en reconversion, aux demandeurs d'emploi ou encore aux chefs d'exploitation ou d'entreprise de mieux connaître tous les acteurs et les outils qui existent pour répondre à leurs besoins et à leurs questionnements. Dans la vie, la formation, quelle que soit la période ou le niveau, est un investissement réel et indispensable. Elle permet de trouver sa voie, de trouver et de progresser dans son travail. Si l'on parle de la formation initiale, c'est à travers l'enseignement agricole, sous quelle forme que ce soit, en passant par l'alternance et l'apprentissage, qui, je le souligne, est aujourd'hui une voie d'excellence, que sont préparés les professionnels de demain. Ou, s'il s'agit de la formation continue, qui permettra à certaines d'évoluer dans leur poste, à d'autres de trouver une nouvelle voie, et à tous, dans notre monde en mouvement permanent, de répondre aux évolutions nécessaires, qu'elles soient techniques, réglementaires ou sociétales. Personne ne doit ignorer que de nos jours, la formation est un moyen, à mon avis indispensable, au développement comme à la pérennité des entreprises. Tous les intervenants que nous allons entendre au cours de ces tables rondes veulent s'adresser à Monsieur Curieux, qui cherche à découvrir le monde agricole et l'agriculture, ou bien à ce jeune qui s'interroge sur son orientation, ou encore à cette personne qui désire se reconvertir et cherche vers qui se tourner, mais aussi à cette autre personne qui est déjà très intéressée et qui complète ainsi ses recherches. Comme à cet agriculteur qui veut se faire accompagner dans l'évolution de son entreprise ou se faire aider pour un recrutement. Ils veulent aussi convaincre et prouver que l'agriculture recrute, qu'il faut oser l'agriculture, et que contrairement aux idées reçues, l'agriculture c'est jeune, c'est moderne, c'est plein d'innovations, en clair que ça bouge, qu'il y a de l'emploi et des possibilités d'évoluer. Je vais m'arrêter là et pour présenter le déroulé de cet après-midi. Nous commencerons avec la Cité des métiers pour découvrir cette structure et nous positionner dans l'échiquier des secteurs économiques. Puis, une première table ronde sera consacrée à la formation initiale, à savoir l'enseignement agricole sous toutes ses formes. La seconde table ronde présentera l'alternance et l'apprentissage, qui sont tantôt formation initiale, tantôt formation continue. Cela fera un lien avec la troisième, où nous aborderons la formation continue. Je le rappelle, un apprenti est un salarié. Puis nous terminerons donc avec le numéro 4 sur l'emploi et le recrutement, car la formation a comme objectif dès le départ le travail et l'emploi. Pour animer les échanges, nous avons trouvé un candide en la personne de Luc Dumont, à ma gauche, qui est lui-même actuellement en formation dans le cadre de ses nouvelles fonctions, où il découvre le monde agricole, l'agriculture et ses acteurs. Voilà, dernière table ronde de l'après-midi dernière partie de la table ronde sur l'emploi et la formation, avec, après donc la formation initiale,
Les stages, je vais retirer le masque vu que nous ne sommes plus que 4 et qu'on m'a dit que je pouvais. Donc après la formation initiale, après l'apprentissage et l'alternance et la formation continue, on clôture avec l'emploi et le recrutement, vu que quand même le but est aussi de pouvoir recruter et de pouvoir décrocher un emploi. Alors j'accueille Brigitte Diez, qui est la déléguée régionale de la PECITA, donc l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture. Nous réaccueillons Brigitte Amour-de-Dieu, présidente de l'ADPE, l'Association départementale pour l'emploi en agriculture, et Christelle Barthélémy, qui est notre chargée de mission ressources humaines. Bien, pour lancer, la PECITA, pour le coup, je connais un petit peu, vu que j'ai repérer l'offre d'emploi pour laquelle je travaille actuellement via la PECITA. Donc sur la plateforme site web. Voilà, donc comme chercheur d'emploi, c'est via ce canal-là que je suis rentré en contact avec vous personnellement. Mais est-ce que la PECITA fait uniquement cela? C'est uniquement une plateforme d'offres d'emploi en ligne ou il y a autre chose? Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, ou même un peu plus longuement, la PECITA? Alors, donc la PECITA, on a différents secteurs d'activité. Donc déjà, la PECITA, c'est l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens issus de 3 secteurs d'activité, l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. Donc la PECITA, c'est une structure qui existe depuis 1954, qui a été créée par des agriculteurs à l'époque, pour des agriculteurs qui avaient des difficultés de recrutement déjà à l'époque. Donc en termes de fonctionnement, comme le nom ne l'indique pas, on travaille aussi bien avec des personnes qui sont des techniciens, des cadres, que des personnes qui veulent s'orienter dans ces secteurs d'activité ou qui ont une petite expérience qui démarre dans les secteurs. Donc nous, on a principalement 3 pôles d'activité, sachant qu'on a une répartition France entière. On travaille donc d'abord avec ce qu'on appelle, nous, des candidats. Un candidat, ça va être aussi bien une personne qui va être en formation, donc en apprenant, une personne qui va être en recherche d'emploi, ou une personne qui va être en poste et qui va rentrer en veille sur le marché de l'emploi. Donc, par rapport à ces profils-là, on va leur proposer des services donc, qui vont être gratuits et qui vont être adaptés à leurs demandes. Donc ça peut être de les préparer à des entretiens de recrutement, ça peut être les aider à rédiger leurs lettres ou leur CV. Ça peut être les accompagner, et là dans ce cas-là on bascule sur des formations et des accompagnants qui sont payants, sur des bilans de compétences, donc là qui sont prises en charge par les personnes qui étaient là précédemment. Et donc on cherche vraiment à s'adapter et à identifier les compétences de ces personnes. Donc d'un rendez-vous d'une personne à une autre personne, on ne va jamais faire la même chose. Donc ça peut être des rendez-vous d'accompagnement professionnel, donc c'est extrêmement varié. Donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle est à destination des entreprises. Donc là, vous avez testé notamment le pôle entreprise-employeur, donc sur une partie qui est de la diffusion d'offres d'emploi, mais pas que, puisque globalement, on peut effectivement aller jusqu'à des prestations de réorganisation d'entreprise avec des identifications des potentiels des personnes. On s'aide notamment par différents tests pour voir l'organisation et l'architecture des différents postes et potentiellement faire de la réorganisation si besoin. On peut aller aussi jusqu'à des prestations d'appui au recrutement, donc avec une aide à la rédaction de l'offre d'emploi, définition de poste, définition de compétences, diffusion de l'offre d'emploi, là où effectivement vous avez postulé, et puis aller accompagner effectivement jusqu'à participer au recrutement pour être un appui des recruteurs et au besoin faire des tests. Alors ça peut être des tests de personnalité, des tests de motivation, des tests de préférence au travail en fonction du doute que le recruteur peut avoir sur le candidat. Vous êtes un chasseur de tête? Pas du tout. On ne chasse pas les têtes, c'est-à-dire qu'on va diffuser les offres d'emploi, on va récupérer les candidatures et sur les candidatures, on va faire une sélection. Alors une sélection qui peut être très fine en fonction des profils qu'on va rechercher pour identifier vraiment les compétences qui vont être transférables.
Ça ne veut pas dire forcément que sur un recrutement où on va avoir, par exemple, une recherche d'un chef d'exploitation, on va leur proposer une personne qui a une grosse expérience en tant que chef d'exploitation. On peut proposer des profils où on aura identifié des compétences transférables. Et donc, des fois, ça peut effectivement perturber un peu les recruteurs. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre en lien les employeurs avec les profils qui sont à disposition sur le marché. Vous êtes un peu la PEC du monde agricole ou c'est réducteur? Alors, pas que. Pas que. Pas que, parce qu'on n'est pas spécialisé uniquement sur techniciens et cadres. On travaille aussi bien avec des personnes qui n'ont pas de formation et qui ont des besoins, donc on va aider dans leur démarche. Ça peut être aussi bien les aider à trouver une formation, à identifier des formations, à faire des tests avec eux de positionnement et de souhait de réorientation. Donc c'est un petit peu plus varié que ce que fait la PEC, mais par contre limité effectivement à nos 3 secteurs d'activité. Christelle, en complément de la PECITA, vous pouvez nous présenter les services de la DPEA? Bien sûr. Donc la DPEA, Association départementale pour l'emploi en agriculture, nous sommes en charge de la partie emploi-formation. La DPEA est une émanation de la fédération, donc du Vaucluse, créée dans les années 90 afin de répondre aux problématiques de recrutement donc, du territoire. Pour ce faire, donc 6 personnes sont à la tête donc, de la DPEA, donc 4 sur la partie opérationnelle, avec des axes de développement complètement différents. Le premier axe concerne la promotion des métiers, où nous travaillons en lien étroit avec l'ANEFA, qui est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, où là, nous menons des actions à destination de divers publics, des jeunes, des collégiens, des lycéens, mais aussi des demandeurs d'emploi et des personnes en reconversion. Nous travaillons également sur la partie promotion de la formation, notamment sur des actions de formation pour des métiers en tension, comme le tractoriste par exemple, en partenariat avec notre réseau du CFPPA, des MFR et également de Pôle emploi, tout simplement aussi pour répondre à la demande donc, du terrain. Nous avons également donc, la partie emploi et recrutement, où là, nous effectuons donc du sourcing de candidats sur des événements, donc notamment des permanences tenues sur des agences de Pôle emploi, sur des secteurs géographiques bien représentatifs du secteur agricole. Ces candidats sont repérés et on les incite à tout simplement à s'inscrire sur notre base de données, notre interface informatique qui se nomme donc la Bourse de l'emploi sur donc l'application de l'agriculture recrute, un espace candidat, un espace employeur qui nous permet de faciliter les mises en relation et de répondre là aussi à la demande du terrain. Le 4e volet concerne donc la paye et plus précisément donc destiné aux exploitants agricoles. Les personnes donc du service réalisent donc les bulletins de salaire ainsi que toutes les autres formalités administratives à destination donc des exploitants agricoles. Par rapport au recrutement, ce n'est pas une question piège. Vos 2 associations sont nécessaires pour le monde agricole. Le monde agricole a des difficultés de recrutement. Une plateforme généraliste du style Indeed ne suffit pas. Les agriculteurs, les entreprises agricoles ont besoin de ce lien que vous effectuez, du travail que vous faites, de la plus-value que vous apportez par rapport à la sélection des candidats, au libellé des offres, etc. Comment... Alors, par rapport à ça, je pense qu'on a vraiment une spécificité, une connaissance métier. Que ce soit les agriculteurs ou les structures agroalimentaires, aiment parler à des personnes qui connaissent effectivement le secteur et qui peuvent parler, on va dire, d'égal à égal. C'est-à-dire quand on va nous parler d'un point particulier, on ne va pas regarder en étant complètement perdu parce que on connaît effectivement le sujet. Nous, tous les personnels au sein de la PECITA sont issus soit du secteur agro ou soit de l'environnement. Donc on a effectivement, je pense, cette spécificité aussi bien Christelle que nous, qui est reconnue sur le secteur en fait d'activité.
À la PECITA, on intervient aussi dans les établissements de formation scolaire. C'était le 3e volet. Et ça nous permet effectivement d'avoir un lien avec les futurs professionnels de ces secteurs et de donner des informations qui vont être utiles pour leur vie future dans les secteurs agri-agro. Et c'est quelque chose qui est important parce que on se rend compte qu'à ce niveau-là, ils n'ont pas en général une bonne vision du milieu du travail. Donc il y a une espèce de déconnexion. Enfin, je ne sais pas si tout à fait, je me rejoins totalement. Effectivement, en étant en lien étroit donc, avec la profession agricole et notamment les candidats, on s'aperçoit qu'il y a un fossé et notamment donc, une méconnaissance des métiers, d'où donc notre activité de la promotion des métiers à travers les diverses rencontres. Et on s'aperçoit effectivement qu'en étant aussi en partenariat avec les services de l'État, donc le service de Pôle emploi, on mène également dans diverses actions à travers, concernant diverses thématiques pour justement développer des actions et répondre et amener le candidat à l'emploi avec une image réelle. Voilà. On l'a entendu dans les tables rondes précédentes, il y a, si je me souviens bien du chiffre, 5000 offres d'emploi ou demandes qui sont ouvertes au niveau ici de notre bassin d'emploi dans le monde agricole. On a une difficulté des employeurs, des entreprises agricoles, des agriculteurs à recruter. On parlait lors de la dernière table ronde brièvement de la mise en emploi des réfugiés ou des travailleurs étrangers. On a, dans la toute première table ronde, quelques jeunes qui témoignaient en les sentant motivés, en les sentant attirés par le secteur. Ce n'est pas un second choix. Il y a toute cette tendance actuelle liée à la crise environnementale, à la crise sanitaire, enfin, etc., qui nous amène vers un retour à la terre. On sent que c'est une lame de fond. Est-ce qu'on a où le bas blesse-t-il aujourd'hui? Est-ce que c'est un secteur qui ne fait pas rêver autant qu'il devrait? Ah, Brigitte va... Je vois que le micro démange. Elle va répondre. Elle est dans les starting blocks. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Est-ce que le secteur ne fait pas rêver? Les salaires sont trop bas? La formation n'est pas adéquate? Ça coince où? Brigitte. Oui. Alors... Bon, alors, qu'est-ce qui coince? C'est très bien si on le savait, si en appuyant sur un bouton, on décoinçait. Parce que Brigitte Diaz nous disait que depuis 1954, les professionnels ont mis en place des structures pour les accompagner et leur faciliter le recrutement. Donc, le problème, il n'est pas d'aujourd'hui. Malgré tout, aujourd'hui, effectivement, notre secteur d'activité a une image, comme je le disais en introduction, un peu fausse complètement, et que elle a une image de métier vieillot, alors que c'est l'inverse. Je crois que c'est le directeur de l'ISEMA qui a dit aujourd'hui, pour semer du blé, il faut être aussi fort que pour... Ah, on est dans les satellites, dans les satellites. Voilà, c'était ce qu'il avait cité. Il faut être capable de mener un satellite. Donc voilà, je reprendrai les mots de ces personnes-là qui sont dedans tout le temps. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que notre profession et nos professionnels dans le monde d'aujourd'hui ont besoin des accompagnements de ces structures, parce qu'on ne recrute pas aujourd'hui comme on recrutait hier, parce que l'évolution et les formations qui sont mises en place, l'évolution des métiers qui demandent ces formations ont parfois un peu de mal à arriver au bon moment, parce qu'on va finalement plus vite dans l'évolution que dans la mise en place de la formation. Donc, je pense que tout ça sont effectivement des freins. Après, les conditions de travail, elles sont ce qu'elles sont. C'est pas l'agricultrice que je suis qui va dire qu'elles sont mauvaises. Voilà, on a des conditions de travail. La vie, la société aujourd'hui, peut-être en souhaite d'autres. Au niveau des salaires, je pense qu'on n'a pas à rougir, quel que soit les métiers ou le niveau de qualification, et les salaires
évoluent et font avec le nombre, les qualifications demandées. Donc, je pense que tout ça, c'est un peu des faux problèmes. Le résultat, c'est quand même, effectivement, que bon, on a de moins en moins d'agriculteurs et on a surtout de moins en moins d'exploitations agricoles uniquement familiales. C'est-à-dire que quasiment toutes les exploitations ont un moment ou un autre besoin d'avoir des salariés parce que c'est l'évolution de la vie, parce que l'agriculture s'est ouverte aussi, le monde agricole s'est ouvert aux autres secteurs de la société. Donc, où avant on travaillait en famille, aujourd'hui, ben souvent il faut un salarié ou il faut 2 salariés parce que les membres de la famille ont fait d'autres choses et tant mieux. C'est ça l'ouverture du monde aussi. Donc je pense, on a peut-être pris le train un peu en retard. Et donc qui dit salarié dit recrutement, fatalement. Voilà, dit services nécessaires par les uns ou par les autres. Donc, je reviens vers la Pécitin. Comment vous aidez les agriculteurs, les recruteurs au sens large, dans leur démarche? Alors, nous, on a une démarche qui est chronologique à la base, mais qui est complètement modulable et adaptable. C'est-à-dire qu'en fonction de la demande de l'agriculteur, on va se caler sur ses exigences, mais en le ramenant toujours à la réalité des choses. À partir du moment où un agriculteur a décidé d'effectuer un recrutement, il faut que ça soit quelque chose de réfléchi. Il faut qu'il intègre que ça va forcément lui prendre du temps pour définir le profil, le poste, les compétences avec nous, identifier le rattachement hiérarchique, le salaire, les conditions d'emploi. Donc, on fait déjà dans un premier temps tout un diagnostic en fait des besoins et du profil recherché. De cette base-là, on va définir une offre d'emploi qu'on va diffuser. On va récupérer les candidatures et on va sélectionner les profils. Donc sur cette sélection de profils, en général, on se cale sur les compétences transférables. C'est-à-dire qu'on va élargir un petit peu, et je pense que c'est aussi un point qui fait un petit peu défaut à nos agriculteurs, c'est d'avoir une ouverture d'esprit sur des profils qui ne sont pas pile poil le mouton à 5 ou 6 pattes qu'ils recherchent, mais des profils qui, avec peut-être une toute petite formation ou une toute petite phase d'intégration peut-être un petit peu plus poussée que la théorie, on va arriver à avoir des profils qui sont intéressants. Je vous donne juste un exemple pour illustrer mon propos. Sur un recrutement donc d'une structure spécialisée dans la pomme et la poire pour un responsable d'exploitation, j'ai proposé une personne qui venait du secteur de l'aéronautique. La personne, donc le recruteur, m'a dit « Brigitte, non, vous n'avez vraiment pas compris ». Je lui ai dit bah, « Écoutez, au pire, vous passez 1 heure avec lui et vous verrez si effectivement ça ne correspond pas ». La personne est restée 6 ans en poste et elle a été débauchée, alors qu'elle n'avait pas le profil de ce fameux mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que c'est compliqué de rentrer dans le monde agricole quand on n'en vient pas ? Oui, nous, on a vraiment un sentiment de blocage par rapport à ça, puisqu'on a des agriculteurs qui nous disent « Attendez, moi je veux quelqu'un du sérail ». Le sérail, quand on fait parler, bah oui, ses parents travaillent dans le monde agricole. Or, dans les formations, puisque nous on intervient effectivement dans les formations, on a de plus en plus de profils qui sont dans les formations agricoles, mais qui ne sont pas du tout issus de ces secteurs agricoles. Et donc, quand ils sortent de formation et qu'on les présente, ah oui, mais non, mais il n'est pas issu du secteur agricole, il va avoir des difficultés. On est dans... Brigitte, comme agricultrice, c'est vrai ça ou c'est un cliché ? Alors, réponse. Est-ce que c'est un cliché ? C'est une attaque en règle, ça. Alors... C'est pas une attaque. Hein. On essaye de travailler juste, ensemble. Non, mais on ne peut pas aller contre ce que dit Brigitte, même en tant qu'agriculteur, mais les agriculteurs sont multiples. Et ils sont bien sûr. Donc, je pense d'ailleurs qu'on arrive aussi au bout d'une période avec des jeunes qui arrivent et des jeunes qui, eux-mêmes, sont allés voir parfois ailleurs et qui sont revenus dans le monde agricole et donc ils seront plus facilement prêts à prendre quelqu'un qui a connu autre chose. C'est vrai que c'est un passage entre une période où les exploitations étaient essentiellement familiales et où on travaillait essentiellement avec des gens, d'abord où il y avait
10 fois plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui. Donc tout le monde était issu du monde agricole. Tout le monde avait mis les mains dans la terre. C'était plus facile. Il y a eu un changement, il y a eu un bouleversement et il faut s'y adapter. Peut-être effectivement qu'il y a encore du travail de communication à faire auprès de nos collègues agriculteurs. Mais enfin, c'est pas moi qui ne viens pas du monde agricole et qui est arrivé dans le monde agricole par le mariage, et qui est arrivé en tant qu'agricultrice par la formation continue à travers des établissements de formation initiale qui nous recevaient pour former qui recevaient la formation continue, donc qui m'a permis de découvrir le monde agricole. C'est pas moi qui vais dire que c'est pas possible, mais il y a sûrement encore des marges de progrès à faire, effectivement. Ça commence à changer un petit peu parce qu'on a quand même dans nos employeurs des profils où ils nous demandent plus de savoir-être et de savoir évoluer. Donc je dirais que la tendance, la modification est quand même en mouvement. Donc c'est quand même quelque chose qui est positif dans la démarche de recrutement. Par rapport à toute cette transformation, Christelle, du monde agricole méditerranéen ou vauclusien national. Bon, toutes ces transformations, on le sent bien, on est à des moments charnières et certainement et tout ça est amplifié par la crise qu'on vit actuellement, qu'elle soit environnementale, Covid, financière, économique et j'en passe. Quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre pour pallier aux difficultés? Merci. Donc, comme je le soulignais tout à l'heure, on travaille énormément donc, avec les services de Pôle emploi et notamment, on est associé sur des groupes de travail et on a rejoint une instance qui s'appelle tout simplement Force Emploi, formation, orientation, compétences pour l'emploi en Vaucluse. Le but étant de répondre, toujours pareil, de façon opérationnelle aux besoins du secteur. L'objectif étant d'anticiper, je dirais, les besoins du terrain. Nous avons donc plusieurs groupes de travail sectoriels ont été créés. Nous avons travaillé sur une thématique bien précise. Une piste d'action a été présentée au mois de juillet dernier, donc auprès du préfet. Et donc on va, en tous les cas, une étude de faisabilité va être menée pour éventuellement se diriger vers un GEC agricole, donc GEC, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui à mon sens, serait une solution, je dirais, efficace pour recruter, former et propulser l'accès vers des emplois durables. Et à grande échelle. Et à grande échelle, tout à fait. En parallèle, donc, on assure également, comme l'a souligné également Brigitte Diez, donc auprès de nos exploitants agricoles, donc toute la promotion des mesures Pôle emploi, des mesures que l'on nomme donc la FPR ou des périodes en immersion qui peuvent être mises en place en amont d'un recrutement et qui peuvent permettre justement de vérifier certains aspects et notamment le savoir-être, la motivation, qui sont donc des critères très importants aujourd'hui pour nos employeurs. En parallèle, on note également un renforcement des liens entre les différents partenaires, notamment avec le CFPPA de Carpentras-Serres, où on assure des actions de promotion de certains dispositifs de formation comme les POEC, qui sont donc dispositifs initiés par OCAPIAT, donc notre OPCO, POEC, donc préparation opérationnelle à l'emploi collectif, et notamment pour le métier de tractoriste, où là effectivement donc on intervient sur la promotion de la formation, la sélection, la présélection de candidats avant l'entrée en formation, le suivi, et ensuite je dirais le suivi post-formation, c'est-à-dire l'accompagnement vers l'emploi durable. Et enfin, je dirais qu'auprès de nos exploitants agricoles, on assure également des prestations d'accompagnement RH à travers donc, la mise en œuvre de dispositifs également initiés par OCAPIAT qui se nomme le défi emploi, qui est un dispositif qui permet à un employeur de moins de 11 salariés de pouvoir recruter en interne, de former en interne et de percevoir une aide financière. Le rôle de la DPEA et sa plus-value, c'est de mettre en œuvre toute cette ingénierie pédagogique et d'assurer toutes les démarches administratives. Tractoriste, métier en tension? Métier en tension, parfaitement, oui. Comme chef de culture. Alors,
Brigitte, alors, métier en tension de tractoriste, pourquoi? J'en reviens à ce que je disais, la structure de nos exploitations a changé. Tout le monde, les exploitations qui étaient des exploitations familiales avaient un partage des tâches au sein de l'exploitation. Aujourd'hui, une exploitation, il est souvent tout seul. Un exploitant, il est souvent tout seul. Donc, il faut qu'il soit... S'il cherche un mouton à 5 pattes, il est souvent lui-même un couteau suisse. Il faut qu'il soit un peu comptable, il faut qu'il soit un peu juriste, il faut qu'il soit éventuellement technicien, il faut qu'il soit environnementaliste et puis qu'il soit au niveau administratif assez costaud, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse partie de notre travail, l'administration et la gestion. Donc, ce couteau suisse, ben, il cherche des appuis qu'avant, il avait au sein de la famille. Et donc, d'où cette nécessité aujourd'hui de trouver effectivement des tractoristes qui remplacent ce que faisait avant le chef d'exploitation. Avant, c'était le chef d'exploitation qui montait sur le tracteur. On le voit encore dans les toutes petites structures, mais dans la plupart des structures où il y a des salariés, le chef d'exploitation, il n'a plus qu'un rôle de chef, de coordonnateur des travaux, et il a beaucoup plus un rôle administratif, commercial ou tout ça, qu'un rôle vraiment de technicien. Et c'est pour ça que ce poste de tractoriste est en attention, puisque toutes les années on en forme, et toutes les années, enfin maintenant ça fait 5-6 ans, hein, et on n'en a jamais assez, et il en manque toujours. Et je dirais même que, comme vous, il arrive un moment où ils se font débaucher. Donc, ça veut bien dire qu'on en a encore besoin. Avec le recul que la PECITA a, de par votre histoire, vous voyez une accélération, une dégradation sur les dernières années du nombre de candidats formés, motivés, compétents? C'est de plus en plus difficile ou ça s'améliore jusqu'à la crise du Covid, hein, bien sûr. Voilà, jusqu'avant le Covid, on va parler. Jusqu'avant le Covid. Dans les interventions qu'on fait dans les établissements de formation scolaire, moi, je constate effectivement qu'on a moins de candidats dans les formations. Et les personnes qui sortent de ces formations sont de suite happées et on leur propose de suite du travail, parfois même avant qu'elles aient fini leur formation, parce qu'il y a tellement de demandes sur le marché qu'effectivement, on est en rupture de profil. Il faut savoir qu'on a quand même une grosse partie des employeurs qui sont ou qui vont partir prochainement à la retraite, donc c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Sur les profils motivés, quand on cherche vraiment des personnes avec une spécificité, je prends un exemple, un technicien spécialisé en kiwi, ben, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont spécialisées en secteur kiwi. Donc l'agriculteur qui a besoin de recruter, à un moment, il va se trouver face à une pénurie de candidats et il va être confronté à une problématique, c'est-à-dire que le candidat en face sait qu'il n'y a pas beaucoup de profils comme le sien. Et donc, il va avoir des prétentions potentiellement salariales qui vont être très élevées et que le recruteur ne va pas pouvoir lui proposer. Et donc là, on arrive sur une espèce de blocage, c'est-à-dire que les candidats ont un petit peu la main mise, c'est-à-dire qu'ils sont mobiles, parce que les candidats dans le secteur agri maintenant sont mobiles, c'est aussi une nouveauté qu'on constate. Et donc, ils ne vont pas hésiter à partir, à s'éloigner de leur base pour avoir une évolution, un potentiel salarial qui va mieux leur convenir. Et donc, on se retrouve effectivement avec des recruteurs qui n'arrivent pas à trouver le bon profil de technicien. Alors, j'ai pris l'exemple du kiwi. On peut prendre l'exemple en arboriculture de façon générale. On a très, très peu de profils. Et on a effectivement cette problématique de trouver le bon candidat qui puisse correspondre aux attentes du recruteur. Et là, on a une vraie pénurie avec une vraie problématique puisqu'on n'a pas de personnes qui sont suffisamment formées dans, par exemple, les bacs pro ou les BTS en production horticole. Ça fait débat et on en a beaucoup parlé les derniers mois avec la crise du Covid qui l'a mis en lumière, cette pénurie de travailleurs dans le monde agricole, qu'ils soient saisonniers ou autres, et le recours à la main-d'œuvre étrangère. Brigitte, est-ce que vous souhaitez Moi, j'ai senti vraiment une fierté aussi du monde agricole de donner du travail d'abord à des gens locaux,
de la région, du village, etc. Ça a encore été relevé dans les tables rondes tout à l'heure, dans la ruralité, dans des petits villages isolés, d'avoir cette main de, enfin, c'est cette offre d'emploi que le secteur agricole offre, et aussi une très grosse fierté d'embaucher des travailleurs qui viennent de l'étranger, voire des réfugiés, dans tout le contexte actuel qu'on a de crise migratoire et autres. Oui, alors, les travailleurs étrangers, c'est parfois très très mal perçu, et pourtant, de tout temps, l'agriculture, pour répondre au pic d'activité lié à la récolte notamment, a fait appel à des travailleurs étrangers. Donc longtemps, des travailleurs peut-être d'un peu plus près, c'est-à-dire j'ai connu une époque où on avait beaucoup d'Espagnols. Aujourd'hui, ils viennent souvent des pays du Maghreb avec des contrats spécifiques, et voilà. On a aussi tous les pays européens qui souhaitent, enfin, qui arrivent et qui travaillent. Ça a toujours été, le travailleur étranger a toujours été le bienvenu en agriculture. Souvent pour eux, c'est aussi, soyons conscients, hein, nous sommes un pays que l'on peut qualifier de riche, même si actuellement l'économie n'est pas au top. C'est souvent pour eux aussi une manière de retourner au pays et de continuer à vivre correctement chez eux. Donc on ne peut qu'en être fier. Comment ne pas être fier d'accompagner et d'aider un être humain, dans la mesure où c'est dans un partage, on a du travail, ils en ont, on l'offre, voilà. On voudrait pouvoir le faire avec les réfugiés, c'est un peu plus compliqué pour des problèmes de législation française, hein, uniquement, parce que les réfugiés sont prêts à travailler. On a mené quelques tests et on l'a vu, les réfugiés sont vraiment prêts à venir travailler en agriculture, alors pourquoi pas? Aujourd'hui, on essaye tout pour arriver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser et qu'on ne s'intéresse pas à des travailleurs locaux, va-t-on dire, et qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers ou d'origine étrangère. Tout le monde est bienvenu dans la mesure où le besoin est là. Tant que l'activité est là, on continuera à avoir besoin de main-d'œuvre, même si aujourd'hui, la technologie a quand même fait baisser un certain nombre d'emplois. Hein. Les Espagnols, dans les années 60, arrivaient chez nous au mois de mars et ils repartaient en décembre. Donc, ils faisaient quand même 8 mois de l'année chez nous. Aujourd'hui, souvent, les contrats sont plus courts. Parce que, alors, notre profession a changé. On est parfois sur une seule culture, alors qu'avant, on était tous sur des multicultures. On ne peut pas dire de la polyculture, parce que c'est mal interprété, mais du multiculture. Hein. Tout le monde avait un peu de maraîchage, un peu d'arbo et un peu de viticulture dans le département. Donc, ça permettait d'occuper ces gens tout le temps. Moi, j'ai souvenir, il y a 45 ans que je suis dans le monde agricole cette année, j'ai souvenir d'été où mon époux et le salarié de l'entreprise passaient l'été à estimer les vignes à la main. Ça a duré 2 ans, puis il est arrivé une machine qui s'appelle l'estimeuse et qui a remplacé ces 2 bonhommes. 3 fois dans l'été, on la sort. Elle nous coûte les yeux de la tête parce que le matériel est très cher. Mais 3 fois dans l'été, on la sort. Et ce travail qui était un travail dur, parce que d'abord, il se fait avec la chaleur et il est physique, eh bien, il a été remplacé. Et pour tout ça, on a besoin aussi de gens qui, comme on disait tout à l'heure, de tractoristes qui mènent tout ce matériel. Le travailleur étranger, on ne pourra pas s'en passer. Après, que malgré tout, on travaille pour que les personnes autour de nous aient du travail et vivent dignement. Elles ont toujours été les bienvenues, je pense, dans les exploitations, dans la mesure où elles le souhaitent et où elles le font avec toute la motivation nécessaire.
Bien, on terminera avec avant de recéder la parole à Brigitte pour le mot de conclusion, avec ces quelques notes très optimistes d'un secteur à la fois dynamique, moderne, chaleureux, profondément humain, qui est en attente, qui offre de l'emploi, qui est un secteur d'avenir, qui fournit des produits locaux à la population. On a nourri la population en pleine période de confinement. La population a mangé des produits de qualité, divers et variés, produits chez nous. Voilà, un grand merci à tous, à vous trois pour cette dernière table ronde et à l'ensemble des intervenants précédents. Brigitte, si vous voulez nous donner le mot de la fin. Oui, alors j'ai ouvert et puis je vais clôturer. Donc, effectivement, merci à tous les intervenants. Hein. Et puis, je voudrais aussi les inviter, tous ces partenaires avec qui nous travaillons tous régulièrement, les inviter à relayer auprès de leur réseau les liens par rapport aux visio YouTube pour que, de manière à ce que les échanges assurent à travers de ces échanges, on assure la continuité des travaux engagés. Par qui les engage, hein, que ce soit collectif ou que ce soit individuel, donc par tout un chacun, et qu'ils permettent une meilleure connaissance des acteurs et des outils de l'emploi, formation dans notre secteur d'activité. Merci à tous et je crois que nous en avons terminé. Merci.